El-Hajj Malik El-Shabazz, and I guess maybe he thought I wouldn't know who that was, so in parentheses he has Malcolm X. Malcolm's letters to his followers made news back in America and raised the question, had he changed his position on race? He does speak of brotherhood, the brotherhood of all races, colors, and so on in the Holy Land. He says there were tens of thousands of pilgrims from all over the world. They were of all colors, from blue-eyed blondes to black-skinned Africans, but were all participating in the same ritual, displaying a spirit of unity and brotherhood that my experiences in America had led me to believe could never exist between the white and the non-white. But he has backtracked a little from the position that all white men are devils if he's saying that... I wouldn't say that he is, I wouldn't say that he is backtracked. One can make an adjustment in one's direction without it being backwards. When you say that he has backtracked, it seems as though that you imply you would prefer that he call white people devils and not to call them devils, that he's going in the wrong direction. Nobody likes to be called a devil. Oh, well, then you wouldn't consider it a backtrack if he stopped calling white people devils, then would you? After his pilgrimage, Malcolm spent 3 weeks in Africa. On May 21st, 2 days after his 39th birthday, he returned to New York. Malcolm, have your experiences with white-skinned Muslims in Africa and the Middle East made you feel that relations between Negroes and whites were not any more possible? When I was on the pilgrimage, I had close contact with Muslims whose skin would in America be classified as white, and with Muslims who themselves would be classified as white in America. These particular Muslims didn't call themselves white. They looked upon themselves as human beings, as part of the human family, and therefore they looked upon all other segments of the human family as part of that same family. Now, they had a different look or a different air or a different attitude than that which is reflected in the attitude of the man in America who calls himself white. So I said that if Islam had done that for them, perhaps if the white man in America would study Islam, perhaps it could do the same thing for him. Malcolm, are you prepared to go into the United Nations at this point and ask that charges be brought against the United States for its treatment of American Negroes? Oh, yes. Oh, yes, please. I think you're right in my camera. The audience will have to be quiet. Yes, as I pointed out when I was during my traveling, that nations look, African nations and Asian nations and Latin American nations look very hypocritical when they stand up in the United Nations condemning the racist practices of South Africa and that which is practiced by Portugal and Angola, and saying nothing in the UN about the racist practices that are manifest every day against Negroes in this society. As media attention increasingly focused on Malcolm, the Nation of Islam stepped up its attacks and filed eviction papers to force him from his home. Malcolm in the spring and early summer of 1964 was in a desperate situation with the Nation of Islam, and the one weapon he had left was his knowledge of the messenger's indiscretions with various women who were working for him as secretaries. He called one guy at the New York Herald Tribune and tried to interest him in the story. It was considered libelous, so they wouldn't do it. When Malcolm appeared in court to challenge the eviction proceedings, he used the trial to reveal the private affairs of Elijah Muhammad. Why are they threatening your life? Well, primarily because they're afraid that I will tell the real reason that I'm out of the black Muslim movement, which I never told. I kept to myself. But the real reason is that Elijah Muhammad, the head of the movement, is the father of 8 children by 6 different teenage girls, 6 different teenage girls who were his private personal secretary. That was a serious thing, most serious thing, and to charge Honorable Elijah Muhammad with such would be really to take your own life and take your life in your own hands. You know, you would be risking your life
I'm just being plain, I'm being open and plain with you, it would really mean that somebody might kill you in the Nation of Islam. Are you not, perhaps, afraid of what might happen to you as a result of making these revelations? Oh, yes. I probably am a dead man already. What do you mean? Well, when you understand the makeup of the Muslim movement and the psychology of the Muslim movement, as long as if I myself, by having confidence in the leader of the Muslim movement, if someone came to me and I had no knowledge whatsoever of what had taken place, and they told me what I'm saying, I would kill them myself. The only thing that would prevent me from killing someone who made a statement like this, they would have to be able to let me know that it's true. Now, if anyone had come to me other than Mr. Muhammad's son, I never would have believed it even enough to look into it. But I had been around him so closely, I had seen indications of the reality of it, but my religious sincerity made me block it out of my mind. At the Audubon Ballroom in Harlem, Malcolm announced the formation of a political group modeled after the Organization of African Unity overseas. Assalamu alaikum. Brother Malcolm formed the Organization of Afro-American Unity for those of us who were interested in his political, economic, and cultural programs. I think he was aware that there were people out there, you know, from his travels around, that there were people out there who wanted to work with him, but who were not prepared to become Muslims in order to do so. One of the first things that the independent African nations did was to form an organization called the Organization of African Unity. This organization of Afro-American Unity, which has the same aim and objective, to fight whoever gets in our way. To bring about the complete independence of people of African descent here in the Western Hemisphere, and first here in the United States, and bring about the freedom of these people by any means necessary. In July 1964, Malcolm was invited to join heads of state from Africa and the Middle East at the Organization of African Unity Conference in Cairo, Egypt. Malcolm X saw no contradiction between the African fight and the Black American fight in the United States. He thought one was an extension of the other. He can draw support from one to enhance the other. In the 1960s, Africans had a lot of misgivings about American foreign policy in Africa, because unfortunately at that time, the American foreign policy was supportive of the colonial policies of countries like Belgium. And the only voice which was echoing the aspiration of the Africans in the United States was that of Malcolm. And there were many Americans who came, but none, without exception, who had the impact that Malcolm had. The man of a message, and the message was not to America only. Malcolm, what is your purpose here? Well, my purpose here is to remind the African heads of state that there are 22 million of us in America who are also of African descent, and to remind them also that we are the victims of America's colonialism or American imperialism, and that our problem is not an American problem, it's a human problem. It's not a Negro problem, it's a problem of humanity. It's not a problem of civil rights, but a problem of human rights. Malcolm traveled to 14 African nations and met with 11 heads of state. U.S. intelligence agencies followed him from country to country. In Nigeria, he was given the name Omowale, the sun returns. When my father was abroad, we had a world map on the living room wall. And anytime you got a little lonesome and wondered where Daddy was, we'd run over to that map. And where is he now? And he's in Cairo, which is the capital of Egypt. And
he's over here with Nkrumah, and he's over. So there was a different kind of passage that we maintained when he was abroad. Malcolm returned in late November 1964. He resumed the weekly OAAU rallies at the Audubon Ballroom and continued his collaboration with Alex Haley on his autobiography. He said, you know, I'm writing this book, and I don't really know about doing this book. He had some problems with the family having to be subjected to what the things that he would say. I'd say, Malcolm, you know what? None of us are going to ever amount to anything until we get our mother out of Kalamazoo. It had preyed on my mind for years, and I didn't talk about it, but it was eating away. And he looked at me like, I'm glad you said that, because it's been bothering me too. And he said, Bonnie, promise, I'll do something. And the next thing, Malcolm never got back to me. The next thing I knew, I got a call. My mother was in Lansing at my brother Filbert's. And he later told me that it had been pent up in him all these years. He didn't want to think about it. He certainly didn't want to talk about it because he did not feel good about it. But he felt so great when he and his brother came together to have their mother released. In December 1964, Malcolm debated at the Oxford Union in England. I read once, passingly, about a man named Shakespeare. I only read about him passingly, but I remember one thing he wrote that kind of moved me. He put it in the mouth of Hamlet, I think it was, who said, to be or not to be. He was in doubt about something. Whether it was nobler in the mind of man to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, moderation, or to take up arms against the sea of troubles and by opposing, end them. And I go for that. If you take up arms, you'll end it. But if you sit around and wait for the one who's in power to make up his mind that he should end it, you'll be waiting a long time. And in my opinion, the young generation of whites, blacks, browns, whatever else there is, you're living at a time of extremism, a time of revolution, a time when there's got to be a change. People in power have misused it, and now there has to be a change, and a better world has to be built, and the only way it's going to be built is with extreme methods. And I, for one, will join in with anyone. Don't care what color you are, as long as you want to change this miserable condition that exists on this earth. Thank you. Malcolm was always involved somewhere in the struggle. And I remember in January of 1965, Juanita Poitier set up a meeting at her house for the regular civil rights leaders to meet with Malcolm X, to work out the differences between us so we could come from that meeting with a common platform. Once again, A. Philip Randolph was there, Whitney Young was there, Dorothy Height was there, Malcolm X was there, several others were there. Martin Luther King couldn't make it, but he sent a representative. And we spent that day discussing Malcolm's philosophy, the mistakes he made, what he wanted to do now, and how he could get on board the people's struggle that was taking place. In his effort to support a Black United Front, Malcolm accepted an invitation from SNCC, the Student Nonviolent Coordinating Committee, to speak in Selma, Alabama. It was the first time he had traveled south to work with the civil rights movement. And I think that the people in this part of the world would do well to listen to Dr. Martin Luther King and give him what he's asking for and give it to him fast before some other factions come along and try to do it another way. The next week, Malcolm was denied entry into France on the grounds that his presence would disturb public order. By this time, Malcolm began to believe that the forces arrayed against him were bigger than the Nation of Islam. But he maintained his relentless pace.
Whenever I saw my father out publicly, you know, from a child's perspective, you know, at an airport, it was an invasion. You know, you're going to pick up Daddy from the airport, and there's a slew of photographers and other people, and you haven't seen him in 2-3 weeks, and all you want is that hug. I was certainly privy to the fact that we were being stalked as a family, that the atmosphere surrounding the house, the cars that would be parked, faces that were familiar to me once upon a time. Their attitudes had changed. The night Malcolm returned from Europe, his family's home was firebombed. Asleep in the house were Malcolm, his pregnant wife, his 4 children. They escaped unharmed. And this was probably the thing that surfacely upset him most, because this got underneath the image of Malcolm, the fearsome, the indomitable Malcolm X. This got to the father and the husband of Sister Betty and their daughters. He has told me in the past that he has been having some harassment. Could you give us an idea of some of the things that have happened? Well, in July, when I was in the hospital having my last baby, my 3 small daughters saw my husband almost killed across the street. And, How was he almost killed? well, he was in his car, and some men were rushing to the side of his car, on both sides of it, and he managed to get away. Had you had any threats, anything like this? Had any threats? That's all I get is threats. I get not less than 6 or 7 threatening phone calls every day. I was surprised to hear that the house had been bombed. But I was not surprised to know that it had been done by Muslims, because I know that's the way they fight. I know that, be that the case, it could not have happened without Yusuf Shah. Could not have happened. It could not have happened except by the Muslims that are there in New York. The Nation of Islam accused Malcolm of setting fire to his own home rather than vacating as ordered by the court. Later that day, the nation's representative, Captain Joseph, inspected the scene. Who bombed his house? I don't know. All we know is it just got on fire. Does Malcolm know who bombed his house? I don't know. He never said. And if he did, you know, he should have brought him to justice. There were news reports of threats against his life. Is his life really in danger? Maybe it was. He said it was. He said it was. Do you feel now that there was a climate within the nation itself that put his life in danger? Well, as you know, in a nation, you have all kinds of people. And they have different thoughts. You have sympathizers. They have different thoughts. You know? And you have people that not even attached to the community. They like what they hear, but you just can't live the life. Anything might happen. That scares you. So anything could happen. The atmosphere was there. What was being said was there. See? You got to understand, you know, Mr. Muhammad and what he represented. That's what the people don't understand. I wanted you to know that my house was bombed. It was bombed by the black Muslim movement upon the orders of Elijah Muhammad. Now, they had come around, so they had planned to do it from the front and the back so that I couldn't get out. And the fire hit the window, and it woke up my second oldest baby. But the fire burned on the outside of the house. But had that one gone through that window, it would have fallen on a 6-year-old girl, a 4-year-old girl, and a 2-year-old girl. And I'm going to tell you, if it had done it, I'd taken my rifle and gone after anybody in sight. I would not wait. And I say that because of this. The police know the criminal operation of the black Muslim movement because they have thoroughly infiltrated. The only thing that I regret in all of this is that 2 black groups have to fight and kill each other off.
Elijah Muhammad could stop the whole thing tomorrow just by raising his hand. Really, he could. He could stop the whole thing by raising his hand. But he won't. He doesn't love black people. He doesn't even love his own followers. Proof of which they're killing each other. They killed one in the Bronx. They shot another one in the Bronx. They tried to get 6 of us Sunday morning. And the pattern has developed across the country. The man has gone insane, absolutely out of his mind. Besides, you can't be 70 years old and surround yourself by a handful of 16, 17, 18-year-old girls and keep your right mind. You can't do it. My name is Gene Roberts, and I was assigned by the New York City Police Department to infiltrate Malcolm's organization, report back membership, names, weapons, if any, and I attended meetings and was part of the security on occasions. And at this particular meeting, I was standing up front along with about 4 or 5 other guys, other members, and I heard a commotion in the middle to my right. I started for the commotion, and I see this young fellow come down the middle aisle, and then slip into about the 2nd or 3rd row and take a seat. And he was wearing blue suit, white shirt, and red tie, which is basically uniform for the members of the Nation of Islam. So after the meeting, I reported back to the department that I felt I had just saw a dry run on Malcolm's life. And when that was going to go down, I wasn't sure. Malcolm did not expect to live another week. He promised to reveal the names of those plotting his death at next Sunday's meeting at the Audubon Ballroom. The night before, he had said he didn't think it would be a good idea for us to come to the Audubon. And then the next day, he called and said that we could come. And I was very happy, you know, that I could go because I had not seen him in 24 hours. When my mother received the call from my father for us to all get together and come down to the Audubon, I knew that was different. That was a rhythm change by that time with all of the things that were going on. And all the while, it was still an exciting venture to get ready and go see Daddy. And we got there, he was late, and we sat at a booth, stage right, downstage right. Malcolm came in, and I escorted him from about the middle of the ballroom to the wings backstage. When I got there, I had noticed there were some people already present. And there was 3 people sitting on the first row. They were sitting there reading newspapers. Nobody's paying them any mind. And Malcolm was still in the back. Benjamin Goodman came out, and he opened up the meeting. I opened up for him, and he had sat down behind me, and he said, "Make it plain." Make it plain is the code word that he used for us to bring him forward. So anyway, I did. I brought Minister Malcolm forward. He didn't like a lot of icing, you know, here's Minister Malcolm the Great and all that. He didn't like that. Just plain, you know. Then I heard a lot of shots. And I looked up, and these 3 that were sitting across the front are now
working their way from Malcolm's right to Malcolm's left, shooting at him. I saw my husband falling back. He didn't bend, he just fell straight. And then I forgot my children. I tried to get to him. I was facing the assassins, so I saw them stand up and take my father's life. An image that I wondered if I could have prevented it. I was going to the Audubon that day, had gotten lazy, and had said simply, I'll go next week. And so proceeded to go into the kitchen, put some coffee on, turn on the radio. In my little apartment there, I had a little black and white kitchen table with these little black chairs. And I had this little black radio on that table. And I clicked the radio on as I stood there thinking about what had happened the night before, turned towards the stove to pick up my coffee. And the flash came through on this station and said, Malcolm had been assassinated. And I froze. I remember turning in that kitchen and screaming. I was in the home of Jewish family. And they said very casually that Malcolm X has been assassinated. Then someone said, after all, he was anti-Semitic, and I took exception to this, knowing full well he was not. Then I excused myself and I went into that bathroom and cried about 15 minutes. There's nothing on earth will make me accept Malcolm's assassination. Nothing. As far as I'm concerned, it may sound a bit weird, but he's alive. Very much. And one day I'll get even. That's the way I go to bed every night. Three members of the Nation of Islam were arrested and convicted of the murder. But the question of a larger conspiracy to silence Malcolm X was never explored. Malcolm X said that the black Muslims were trying to kill him, and he was going to name those he thought would commit the crime yesterday before he was shot. Did you comment on that? I don't know I don't have any knowledge of anyone trying to kill Malcolm. I wasn't remorseful. I wasn't sorry. For what? And as Mr. Muhammad said, he taught violence and he died violent. And he was a hypocrite. And I say that he was a Benedict Arnold. The most honorable Elijah Muhammad. The night before the funeral, the Nation of Islam held its annual Savior's Day convention in Chicago. When I got the news that my brother Malcolm had been shot dead, and I was shocked. But I know that he was traveling on a very reckless and dangerous course. And if I was to say I was not shocked, I would be telling a lie.
So brothers and sisters, I appreciate these few minutes of speaking to you. Brother Malcolm is dead, and there's nothing we can do to bring him back. And we would be ignorant, with conditions as they are today for the so-called Negro, to get confused and go to fighting and arguing among ourselves and forget all about the one that caused us to be in this condition in the first place. On the day of Malcolm's funeral, I was in the hotel room with my brother, and we were watching it, Silver and I. And so we saw it on television. I didn't have, many thought I should have been there, but I had no intentions of being out there. When you knew the circumstances and the kind of people that you were dealing with, you had to do your own thinking. And there was no place for me at that time. You don't know what kind of nut sitting around there thinking that they're doing God's will and all this kind of stuff. And here's a member of his family. You don't know what they're liable to do. So for that reason, I wasn't there. And that's why I'm still here, I guess. Of all the leaders that I knew and loved and admired and had walked with and walked behind, this one, as I said before, had been closest to me. I felt I was losing a son. So I thought that I would like my children and generations to come to know this most important aspect of Malcolm X, that he was indeed our manhood, you know, our shining black prince who didn't hesitate to die because he loved us so. I thought that in honoring him, we honored the best in ourselves. When the funeral was over, and then the Muslims came and dressed him for a proper Muslim burial. And after that, we went out to the cemetery. When we got there, you know, the professional grave diggers were standing there with their shovels, but some of the black brothers said, no, we can't let you do that. We dig this grave. You know, we cover this brother with dirt. And I was proud at that moment to be black. I don't think we ever got to be friends or ever could have. I think our respective skin colors and his view of this great division would have prevented that. But I think we did get to, we moved from a relationship in which these encounters were interviews to a relationship in which they were conversations. And even at my first encounter, I never felt, it's weird to say this, but I never took it personally. Even with my blue eyes, and even with him talking about the blue-eyed devil, I never took it personally. I knew I was part of the indicted group, but he had a way of making you feel comfortable, feel as if you were talking man to man. I look at my watch, or I show up late somewhere, and I can hear Malcolm talking about not trusting a person who doesn't wear a watch and who is careless with time. He first said that to me when I was 14 years old. And I hear it in my ear today like he's still there saying it. Well, what is your ultimate aim? The only way the problem can be solved. First, the white man and the black man have to be able to sit down at the same table.
The white man has to feel free to speak his mind without hurting the feelings of that Negro. And the so-called Negro has to feel free to speak his mind without hurting the feelings of the white man. Then they can bring the issues that are under the rug out on top of the table and take an intelligent approach to get the problem solved. Do you consider yourself militant? I consider myself Malcolm. That was the final episode in this series covering the life of Malcolm X, a man whose struggle for black equality and the way he waged it ended in his own violent death. A tragic chapter in the long and complicated story of the civil rights movement in America. Good night. With a big 2-liter engine for power, twin airbags for safety, and the best of German engineering for less than you think. Little wonder it's Europe's #1 selling car. The Volkswagen Golf GL now in Australia from 28,990. Sunday lamb roast. It's orange. It's tandoori. Tandoori? Since when does this family eat tandoori lamb roast? Only joking. Lamb, the multicultural meal. The shutter opens. A shiny skull is caught in sharp focus. Behind it, the dying photographer's face melts into black. The shutter closes. It takes a great deal of boldness and a great deal of caution to make a great fortune. And it takes 10 times as much wit to keep it. For security in retirement, the question is not which fund manager, but which Rothschild-managed fund. From $2,000, Rothschild, 200 years of investment experience. All over the state and right around the nation, Mother Nature is dying from our little situation. Gotta do the right thing, it's an obligation, and your planet will thank you for your cooperation. A little bit of glitter goes a long, long way. Mother Nature
In the next few weeks, the troubled national shipping line, ANL, might fall to a foreign buyer, fueling union fears that standards could drop. You'll end up with more pollution, you'll end up with more accidents, marine accidents, and the ultimate person who pays the price is the taxpayer. And Transport Minister Laurie Brereton's political rivals are waiting on a Senate inquiry. What we're concerned about is, did the minister behave properly in the handling of the process? That's Dateline Saturday. To design a family sedan with more interior space, most car manufacturers would make the car bigger. But at Nissan, to make the interior bigger, we made the suspension more compact, which not only increased interior space, but provided better road handling and a more comfortable ride. The all-new and very clever V6 Maxima. Just wait till you drive it. Il a quand même pas appelé à 5 heures pile. Allô? Ah, c'est toi? Merde. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Allô? Ah, Chantal, c'est toi? Oui, le téléphone m'a échappé des mains. Oui. Oui, d'accord. Bah, écoute, oui, bah, t'as qu'à lui dire. Bah, dis-lui que... Bah, je sais pas, dis-lui que... T'as qu'à lui dire... Attends, on frappe à la porte. Bah, je ne sais pas, Chantal... Écoute... Attends, on frappe à la porte. J'arrive. Salut. Entre. Bah, écoute, tu te à l'aise. Enlève ton manteau. Oui, dans 2 secondes, je suis à toi. Oui, oui. Oui. Non. T'as dit. Attends, je te tout de suite. Oui, Chantal. Attends, là, j'ai de la visite. Mais je te dis que je te rappelle. Je te promets, je te rappelle. Chantal, j'ai de la visite. Oui, mais je t'embrasse, ma petite Chantal. Oui, je t'embrasse. Au revoir. Je t'appellerai vers 5 heures, chérie. C'est comme ça qu'il m'a appelée. Chérie. Il m'a même appelée chérie 2 fois. La 2e fois, c'est quand il m'a dit au revoir. Au revoir, chérie. Bon, récapitulons. Un homme, il y a une femme qui va la rappeler. Et puis il arrive quelque chose d'imprévu, il le fait pas tout de suite. C'est pas dramatique, hein. Ça arrive à tout le monde, ce genre de choses. Ouais, mais moi, c'est pas pareil. Si je récupère la casserole, c'est qu'il appelle là, tout de suite. Oh. Ça compte pas. Au fait, j'ai rien à me mettre. Très bien pu mal comprendre. Il est tout à fait possible qu'il m'ait dit « Appelle-moi vers 5 heures, chérie ». Il a dû me dire ça, et moi j'ai dû mal comprendre. Mais oui, maintenant que j'y pense, je suis à peu près sûre que c'est ce qu'il m'a dit. « Appelle-moi vers 5 heures, chérie ». Oh là là.
Là, ma fille, tu fais une connerie. Merde, c'est lui. Pas de panique. Pas de panique. J'arrive. Voilà. Quelle impatience. Mademoiselle Pénélope, je voudrais pas déranger, mais vous pourriez me rendre un petit service. Mais bien sûr. Faudrait que je téléphone. Là? Tout de suite? C'est mon mari, il est malade. Bon, ben, allez-y. Je lui mets mon sang. Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais pourtant, je l'avais. Alors, le 7, ici, là, voilà. 7. Avec cet appareil, on décroche pas? Mais si, bien sûr, on décroche. Allô, mademoiselle. C'est Mme Sauvanet, l'appareil, oui. Et je pourrais parler au docteur Borel. Il est occupé, bah, ça fait rien. C'est pas grave, j'attendrai. Hein. Il est occupé. Allô? Docteur. Ah ben que je vous explique. Hein. J'ai la bile et le sang tout retourné. Là que mon mari fait de l'arthrite sclérose, c'est ce qui paraît. La voisine du dessus a dit que ça amène l'infarctus, ce truc-là. Ce que je pourrais prendre pour dormir. Mais c'est de mon mari que je vous parle. Mais ça communique, hein, évidemment. Oui, docteur? Oui, bonsoir. Écoutez, le mieux serait que vous veniez sur place, tout de même, peut-être. Oui, merci beaucoup. 3 rue Jules Rollin. C'est ça. Merci, à revoir, docteur. Il arrive tout de suite. Ah bon? Madame Sauvani. Bon, ben, je vous remercie. Écoutez, j'espère que ça va aller mieux. Hein. Oui, ça. Oui. Ah, vous voudrez vos papiers. Oui, parce que sinon... Voilà, c'est précieux. Merci. Voilà. Au revoir, Madame Sauvani. Combien je vous dois? Mais rien du tout. C'était Madame Sauvani. Non, parce que je reviens. Je vous en prie. Non, c'est pas un problème. Vous venez quand vous voulez. Voilà. Au revoir, Madame Sauvani. Au revoir. Ma fille, on se calme. On prend un bon bain et il appellera quand il appellera. Chérie, faut que j'arrête. Ah oui, mais celle-ci, je l'ai mis pour la fête de Véronique. Oh là là, quand il est rentré dans la pièce. Ben non, celle-là me grossit. Ah, la verte. La verte, oui. Ah oui, mais non, le vert, ça lui rappelle l'autre. Oh. Toi, mon oiseau, si tu viens pas ce soir, tu sais pas ce que tu perds. On y est chaud et ma plume soyeuse. Havana, what a tropical night. Put the blame on me, boys. Put the blame. Il doit quand même bien m'aimer un tout petit peu. Il m'aurait pas appelé 2 fois chérie s'il m'aimait pas un tout petit peu. Le vin. Enfin, je suis pas folle, j'ai bien acheté du vin. Procédons par ordre. Je suis arrivée les bras chargés. Pour ouvrir, j'ai posé les paquets. Savannah, vous connaissez? Oh,
Quoi? Il est mort? J'en sais rien. J'attends son coup de fil. Du moribond? Mais non! 3e allée, porte gauche, les Sauvanais. Oh non, non! Michel! 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 Ouais! T'as encore claqué la porte? Mais je t'ai rendu le double des clés la semaine dernière. Je crois que je vais craquer. Viens craquer chez moi. Je suis tout seul ce soir. Je te jure, hein, j'ai vraiment pas envie de rire. Bon, j'arrive. La fenêtre. Mais bien sûr, la fenêtre. On m'aura tout fait, ce mec. Voilà, là, hop, Pénélope, hop. Laisse faire l'ouvrier, laisse faire l'ouvrier. Voilà. T'es déguisé en pêche de mortel. C'est pas le moment, Michel, vraiment. Ouais. Bon, et là, je fais comment? Je décroche l'humour? Mais non, pas celle-ci. La petite fenêtre, là. Le loquet cassé, t'as qu'à pousser le volet. Ah, bah voilà. Dépêche-toi! Dépêche-toi! Réponds! Réponds vite! Allô? Michel, tu m'ouvres? Pousse-toi, pousse-toi. Ah, t'as raccroché? Mais non, c'est lui qui a raccroché. Fallait pas que tu parles. Il mérite pas tout ça, ton jaloux. Michel, écoute, excuse-moi, je suis infernale, mais t'es gentil là. Tu rentres. Allô? Oui? C'est moi. Ah, salut. Ça va? Dis-moi, c'est toi qui viens d'appeler l'instant. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Écoute, je t'ai déjà dit de pas m'appeler au bureau, là, je suis en rendez-vous. Oui, excuse-moi. Excuse-moi. Non, juste une toute petite chose. Tu viens bien ce soir? Ce soir, écoute, je sais pas, mais attends. Écoute, je te rappelle, chérie. Il m'a dit chérie. Ce fut une comédie navrante, d'héroïne effervescente, dans une histoire d'eau pétillante, poursuivait d'une persévérante velléité à mal à peau, qui dédaignait son téléphone. Ce fut une bluette incendiaire, la main courante au derrière, que son absent de soupirant ne lui collait que rarement, laissait noyer de l'âme cruelle. Le vain écho de ses appels, les appels décroche, décroche, décroche Pénélope. Décroche, décroche, décroche Pénélope. Décroche, décroche, décroche Pénélope. Décroche, décroche Pénélope. Décroche, 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 décroche Pénélope. Décroche. The best way a retailer can help to create jobs in Australia is to stock Australian-made products. So next time you're shopping, if you can't see Australian-made, ask for Australian-made, because the buck stops here. Washing in cold water won't remove greasy stains, right? Wrong. The new Kuzyme formula in Cold Power Ultra is a real breakthrough in the removal of greasy stains in even the coldest water. So let's put it to the test against a leading concentrate. Well, there you have it. New Cold Power Ultra. Unbeatable in cold.
Transantia doesn't. Hydro-pneumatic suspension. Controlled by an electronic brain. The unified safety structure. Absorbs impacts from every direction. One day, the others may catch up with us Antia. Who wants to wait? Elle est là. Tonight, Citroën Cinema presents David Stratton's Movie of the Week, The Hairdresser's Husband. Good evening and welcome to Movie of the Week. I know that very many of you enjoyed Patrice Lecomte's spooky thriller Monsieur Ear, which I showed a few weeks ago on this program, and I hope you'll enjoy tonight's film just as much. The Hairdresser's Husband was also directed by Patrice Lecomte, and it's also about an obsessive character. But this time the tone is quite different. This is a sexy comedy, not a thriller. It's about Antoine, beautifully played by Jean Rochefort, who's married to a lovely hairdresser, Anna Galliena. Since he was 12 years old, Antoine has been obsessed with women hairdressers. The woman who cut his hair then used to give him a sexual charge. Now all his dreams have come true. Or have they? Lecomte tells a quite simple story here, but the erotic power of the film is unusually strong. You'll see that it's dedicated to Zaza, who'll recognize herself. I wonder if she did. Michael Nyman again provides an outstanding music score, as he did in Monsieur Ear and indeed on the piano. And Lecomte uses the widescreen to excellent effect. Here it is then, The Hairdresser's Husband. SBS advises that the following program has been classified M. It contains sex scenes and adult themes.
J'ai la tête encombrée de souvenirs encombrants. Tout a commencé sur la plage de Luc-sur-Mer. Ma mère nous avait tricoté à mon frère aîné et à moi des slips en laine. Sur chaque côté, 2 pompons décoratifs figuraient des cerises. Ce n'est pas tant le ridicule de cet ornement fruitier qui me navrait que le fait que ces slips ne séchaient jamais. Comme nous étions tout le temps fourrés dans l'eau, la laine restait gorgée d'humidité du matin au soir, le sable nous collait aux fesses, mais surtout j'avais l'entrejambe terriblement irritée. Je me souviens qu'au bout d'une semaine de vacances, j'étais obligé de marcher les jambes écartées pour ne pas hurler à chaque pas. J'en veux beaucoup à ma mère de nous avoir tricoté ces slips en laine et de nous avoir obligés à les porter 4 étés consécutifs. Mais je la remercie de m'avoir, sans le faire exprès, incité à porter mon attention sur mes parties génitales. Cet été-là, je me suis rendu compte que je devais prendre soin de mes couilles. Monsieur le coiffeur! Encore? J'avais environ 12 ans et j'adorais aller chez le coiffeur. Il y avait dans notre ville un salon situé dans un quartier calme, un salon dans lequel on ne coiffait que les hommes, et qui était tenu par une Alsacienne très belle, la belle Madame Scheffel. Il n'y avait presque jamais personne dans son salon. Il n'était pas utile de prendre rendez-vous, elle n'avait pas de mari. Elle avait sans doute beaucoup d'amants. Moi, j'aimais aller chez elle. En poussant la porte, une odeur épatante envahissait mes narines, un mélange de lotion, de lac, d'eau de rose, de shampoing, une odeur d'ivresse. Mais l'odeur la plus extraordinaire était l'odeur de Madame Scheffer elle-même. Cette femme était rousse. Elle avait une odeur corporelle assez forte qui peut-être incommodait certains clients, mais qui, moi, m'enivrait. C'était comme si son corps tout entier sentait l'amour. J'adorais ça. Qu'est-ce que je vais te couper? C'est ma mère. Elle aime que j'ai les cheveux très courts. Le moment du shampoing était déjà un délice. Madame Scheffer, penchée sur moi, sa poitrine frôlant presque mon visage. Et cette odeur dont je m'imprégnais en prenant de longues inspirations silencieuses. Le soir, dans mon lit, je la respirais encore, avec cette envie invraisemblable de la prendre dans mes bras. Alors, ça va l'école? Oui. Toujours bon élève? T'as de la chance. Moi, j'aimais pas l'école, je détestais la sévérité. Tiens, tu n'as pas fini le mot croisé de celui-ci? Ah oui, merci. Je les ferai tout à l'heure. Un jour de juin 47, avant notre départ en vacances, il se passa quelque chose dont je devais me souvenir toute ma vie. Il faisait très chaud. Elle sentait encore meilleure.
Le soir du jour où j'aperçus ce sein un peu lourd, mais d'une rondeur idéale, encore bouleversé par cette vision, je restais parfaitement muet. Ça va pas, Antoine? Si, si, ça va. T'as l'air drôle. C'est qu'un ensemble qui reste vide longtemps, c'est un endroit absolument dégueulasse. Donc un endroit évité à tout prix. T'as compris? À table. Ah, qu'est-ce qu'un système binaire? Je formule la question autrement. Qu'est-ce qu'un chat binaire? Bon, naturellement, tu ne le sais pas. Bon, ben, c'est moi une fois de plus qui vais vous dépanner. Un chat normal est un chat qui a une tête, 2 yeux et 4 pattes. Et un chat binaire possède une tête, un œil, une patte, une patte, une patte et une patte. Tu vois la différence? Oui. Bon, je m'attendais à cette réponse et en plus il voit la différence. Non, du crottable. Qu'est-ce que tu veux faire déjà plus tard? Ponts et chaussées. Oh, ponts et chaussées, pourquoi pas équilibriste pendant que nous y sommes? Mais laisse-le, il a bien le temps de voir. Peut-être, mais je suis déçu. Quand on commence petit, faut pas s'étonner d'arriver petit, c'est tout. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Plus tard, j'épouserai une coiffeuse. Mais pourquoi j'ai fait ça? Expliquez-moi pourquoi j'ai fait ça. C'est moi, maman. Ouvre. Ton père s'excuse. Il a été surpris, tu comprends? Tu as mal? Réponds-moi. Antoine, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Tiens, il ne répond pas. Il est peut-être évanoui sur la carpette. Oh, évanoui avec une gifle. Je suis inquiète. Il faut enfoncer la porte. Calme-toi, je vais lui parler. Antoine, c'est papa. Je te demande pardon. Je regrette ce qui s'est passé. Plus tard, tu feras tout ce que tu voudras. Je restais ainsi 1 heure, fixant le plafond. Sans le savoir, Madame Schaeffer m'appartenait déjà. Son corps, son odeur étaient à moi. J'avais gagné. Plus tard, je serai le mari d'une coiffeuse. Il va y avoir de l'orage. C'est possible, oui. Bonjour. Tenez, si elle poussait dans les jardins les artificiels, eh bien ça serait une preuve. Et l'odeur? Oui, tu me fais rire. Tu comprends bien qu'il faut un modèle pour tout ça. Il n'y a rien sans modèle. Les artificiels, je veux bien, mais s'il n'y avait pas eu de naturel d'abord, il n'y aurait pas d'artificiel maintenant. Hein? Et les moulins à café? Comment? Les moulins à café? Ça existe bien, les moulins à café? Ah oui, jusque-là, je te suis. Bon, ben, les moulins à café, ça pousse pas sur les arbres. Il n'y a pas de moulin à café naturel. Hein, et ça n'empêche pas les moulins à café d'exister. Alors, vous voyez bien que si on peut fabriquer des moulins à café sans modèle... On parle de Dieu! Alors, de Dieu, tu entends? Qu'est-ce que des moulins à café viennent foutre là-dedans? Tu peux me l'expliquer? Oh, vous avez vu la mauvaise foi?
Non, ouais, mais oh, vous pensez, de toute façon, vous voulez toujours avoir raison. Hein. Et vous faites ça avec tout le monde. Ben oui. Mais les moulins à café, c'est une image. Mais Dieu est infini, tu ne peux pas le comprendre, Dieu. Ouais, mais oui, mais ce serait pareil. Il existe, Dieu. Merci. Oui, non, mais vous dites ça, vous, toujours, mais... Il existe, Dieu. Oui, mais... Et vous l'avez vu, vous l'avez vu, Il se voûte depuis quelque temps. Non. C'est son veston qui fait des plis en dessous. Oui, mais il y a quelques mois, il aurait fait attention. Donc tu as raison, il vieillit. Il y a 10 ans, Mathilde travaillait comme employée au salon Isidore. Son patron, M. Isidore Agopian, régnait sur 3 coiffeuses. Il est homosexuel, c'est pour cette raison qu'il détestait coiffer les femmes. Mathilde était son employée préférée. Sa discrétion, son charme, cet air un peu triste, mais tellement gracieux, enchantait la clientèle. Lorsque, dans les années 60, M. Isidore se retira de la coiffure pour prendre sa retraite, il proposa le salon à Mathilde. Moi Mais j'ai pas de quoi vous payer. C'est pas grave, je n'ai pas besoin de cette somme tout de suite. Vous me paierez un peu tous les mois jusqu'à ma mort. Ce sera une espèce de viager. Je serai heureux que ce salon que j'ai créé soit repris par vous. Vous êtes une bonne personne. J'ai confiance. Dites oui. Merci. Mathilde accepta. Elle dut très vite se séparer des 2 autres employés qui, naturellement, la jalousaient. Aimant la solitude, elle se décida à tenir seule le salon, devenu trop grand pour elle, mais qu'importe. Et c'est à cette époque que je la connus. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez me prendre? Non, je suis désolée. J'attends quelqu'un. Excusez-moi. Je savais pas qu'il fallait un rendez-vous. Ben, revenez dans une demi-heure si vous voulez. Si vous avez quelques courses à faire dans le quartier. Oui, très bien. C'est parfait. Je vous donne mon nom? Non, ce n'est pas la peine. C'est trop dur. Tu abandonnes. Non, je n'abandonne jamais. Et dis-toi bien que les grilles des mots croisés sont comme les femmes. Plus elles résistent, et meilleur c'est quand elles se donnent. Je sais de quoi je parle. Tu verras un jour que j'ai raison. Plus tard. Plus tard, quand je ferai des mots croisés. Oui, enfin, si tu veux. Répète après moi. Plus elles résistent. Plus elles résistent. Et meilleur c'est quand elles se donnent. Et meilleur c'est quand elles se donnent. C'est bien. Allez, tu peux aller jouer maintenant. Et remonte ton maillot, on aperçoit tes testicules. Personne ne vint. Par la suite, Mathilde, je ne savais pas encore qu'elle s'appelait Mathilde, bien entendu,
Mathilde, donc, ne souffla mot à propos de son rendez-vous fantôme. L'avait-elle inventé pour stimuler inconsciemment mon désir? Je n'ai jamais su. Mais ce qui me bouleversait bien davantage, c'est que pour la deuxième fois de ma vie, après avoir tant cherché, je tombais amoureux d'une coiffeuse. Au bout de 25 minutes, n'y tenant plus, je me dirigeais vers cette femme avec qui j'étais sûr de passer le restant de mes jours. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Je démarre toujours mal parce que je suis trop troublé pour ne rien dire. Chez le marchand de chaussures, j'entre en disant « c'est pour des chaussures ». Et aujourd'hui, j'ai trouvé ça. C'est pour les cheveux. Vous faites une raie? Oui, si vous voulez. C'est à vous de vouloir. Alors oui. Pas trop net quand même. Ne vous inquiétez pas. Vous avez un épi, là? Oui, je sais, je l'ai depuis toujours. On devrait vous couper les cheveux trop courts. Je vais souvent chez le coiffeur, j'aime ça. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas. Bien entendu, je me demandais si sous sa blouse, Mathilde portait ou non un soutien-gorge. J'eus rapidement la certitude qu'elle n'en portait pas. Alors j'imaginais les pointes de ses seins frôlant par instant le tissu de la blouse. Excité, dressé contre ma nuque. Ces seins qui seraient à moi bientôt et que j'avais déjà envie de caresser. L'autopsie du corps de Madame Schaeffer fit état d'une absorption massive de barbiturique. Aucun testament, aucun mot. Un enterrement à la sauvette auquel, bien sûr, je n'ai pas pu assister. Depuis ce jour, je n'ai pas cessé un instant de penser à elle et d'aimer passionnément la poitrine des femmes. Voulez-vous m'épouser? £35. Au revoir. Excusez-moi. Oh, je me souviens de cette nuit blanche passée sous les fenêtres de Mathilde. Je voulais qu'elle s'agite, qu'elle ait trop chaud, qu'elle repousse les draps au pied du lit. Qu'elle se lève peut-être pour boire un verre d'eau, qu'elle se regarde dans la glace et qu'avant de se recoucher, elle se déshabille en pensant à moi. Mais peut-être était-elle aussi bien en train de dormir profondément
Peut-être m'avait-elle aussitôt oublié. D'ailleurs, pourquoi l'imaginer seule dans son lit? Moi qui ne sais rien d'elle. Mon père a toujours prétendu que la vie était simple. Parce qu'il suffisait de désirer très fort quelque chose ou quelqu'un pour l'obtenir. L'échec étant simplement la preuve que le désir n'était pas assez intense. Aucun rêve n'est impossible. Je désirais Mathilde plus que tout au monde. Elle serait comme ce cours d'eau, une forteresse qui devait capituler. Elle serait à moi, pour toujours. 3 semaines plus tard, je retournais au salon Isidore, à peine anxieux, juste délicieusement ému. Mes cheveux n'avaient bien entendu pas eu le temps de repousser, en tout cas pas dans des proportions justifiant une coupe. Bonjour. Bonjour. Mathilde se comporta comme si elle me voyait pour la première fois, muette et distante, ce qui bien sûr excitait encore davantage mon désir. Elle le savait sans doute. Vous vous rendez compte, il n'était jamais entré chez un seul coiffeur de sa vie. Quand ça commençait à lui gratter la nuque, il se passait la tondeuse tout seul. Même pas besoin de glace. Il opérait au toucher. Et il s'est jamais fait une échelle. Tout à la tondeuse, comme le gazon, il disait. Je l'entends encore. Un gaillard. Le moulet cassait des hommes comme lui. Voilà. Ça a été plus rapide que la dernière fois. C'est parce que je ne vous ai pas fait de balayage. C'était trop tôt. On le fera la prochaine fois. Et le gonflet va rester comme ça? Oui, il n'y a pas de raison. Monsieur Agopian me faisait dormir la tête droite, et alors il dort. Non, ce n'est pas la peine. Passez samedi matin et je vous donnerai un coup de peigne. Ah, c'est gentil. À samedi. Samedi. Je ne sais pas ce que vous a pris l'autre jour. Vous avez sans doute voulu vous moquer de moi, mais si telle n'était pas votre intention, la moquerie, alors je suis sensible à votre proposition. Et si elle tient toujours, oui, je veux bien vous épouser.
m'appelle Mathilde. Vous ne vous souvenez pas, mais la première fois que je vous ai demandé si vous pouviez me prendre, vous m'avez répondu non. Alors qu'en fait, vous étiez justement en train de me prendre. Je me souviens. De la même manière, je vous ai demandé si je devais vous donner mon nom. Là encore, vous m'avez répondu non. En fait, vous venez d'accepter que je vous le donne. C'est amusant, les rencontres. Vous avez des muscles là, juste au-dessus du genou. J'ai fait du football à l'école. Ah. J'ai joué arrière latéral. Oh. Vous connaissez le football? Ah, très bien. Il y a une balle, on n'a pas le droit d'y toucher avec les mains, et ça joue à plusieurs. Je vois que vous êtes spécialiste. Ah. J'aime pas beaucoup le sport, ça m'énerve. C'est comme les voyages. Moi non plus, je n'aime pas sortir. Alors c'est bien. C'est réglé. On restera là. Ce sera parfait. Je crois. Il y a les commissions, les lettres à poster, les choses comme ça, mais je m'en occuperai. J'aime Maman. Je les ai tout de suite remarquées, elles sont très belles. Merci. Vous avez une cicatrice, là, ça fait tout petit. On dirait une demi-lune. C'est quand je suis tombée de vélo. Comment? Vous faites du vélo? Non, plus maintenant. C'est le passé. Ah, on s'en moque du passé. Complètement. Au-dessus, c'est l'appartement. C'est assez petit, mais... Vous voulez venir voir? Oui. Je m'appelle Antoine. À l'annonce de mon mariage avec une coiffeuse, mon père fut terrassé dans l'heure par une crise cardiaque. Par solidarité funèbre, ma mère refusa de venir faire la connaissance de Mathilde et du salon Isidore. Mathilde, elle, n'avait pas de famille. Alors, gros con, t'as même pas ouvert mon cadeau. Je risque d'être surpris. Ah oui, oui, surpris. Ça, au minimum, tu dois être surpris. Tu m'inquiètes. Nous nous sommes retrouvés avec mon frère, sa femme et monsieur Agopian. Ça avait l'avantage d'être intime. Ça m'embêterait que tu en portes un autre, tu le reconnais? Ah, c'est difficile à oublier. À l'époque, il était un peu grand, mais maintenant, ça doit aller comme un grand. Enfin, si je peux dire. Tu devras le mettre ce soir. Oh non, je t'en prie. Plus drôle, c'est que ça me fait plaisir. J'aime beaucoup les pompons. Mais c'est pas des pompons, c'est des cerises. Alors quand il est mouillé, ça baille un peu, forcément. La laine, quand elle a été détricotée. Hein. Non, sans blague, tu devrais l'essayer pour le souvenir. En plus, je suis sûr qu'il te va encore. Tenez, votre maman m'a donné ça pour vous. Tu aurais quel âge? 12 ans. C'est drôle. C'est exactement toi aujourd'hui, mais un plus petit, comme un brouillon. Qu'avec l'air rigolo. Je l'étais. Tu montreras tes photos de toi, petite. Non, je n'en ai gardé aucune. Je n'aime pas me voir enfant. Mais pourquoi? Le temps passe trop vite. Un nom qui ne convient pas, c'est la catastrophe commerciale. Alors, pouvez-vous m'expliquer, vous, comment un type qui s'appelle Givenchy a pu réussir dans les parfums? Alors, je vais vous avouer quelque chose. Mon nom véritable est Dupré. Ambroise Dupré. Mais alors, Isidore Agopian? L'exotisme, mon cher. L'Arménie, c'est-à-dire l'Orient. Un coiffeur venu d'Orient, c'est quand même autre chose. Ah, excusez-moi. J'ai cru que c'était ouvert. J'ai oublié de lever le bec de canne. En plus, le dimanche, c'est fermé. Ah, c'est vrai, c'est dimanche. Quel idiot je fais. Je vous laisse. Non, attendez. Prenez au moins un peu de champagne avec nous. Non, je veux pas vous déranger. Je veux que vous vous mariez. Mais vous ne nous dérangez pas du tout. Si, je vous dérange. Vous êtes en famille. Et quand on est en famille... Mais non. Vous étiez venu pourquoi? Pour la barbe. Je pensais la couper. Complètement? Bah, on m'a dit que ça me donnait l'air triste. Alors en passant devant chez vous, j'ai pensé que... Eh ben, venez. Il y en aura pour 5 minutes.
Tant pis. Pardon. Excusez-moi. Non, 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 pas aujourd'hui. Beaucoup de bonheur. Merci. Il n'y avait plus que Mathilde. Et je savais que lorsqu'il partirait, lorsque la porte se refermerait, tout prendrait sa place à jamais, pour elle et pour moi. Le salon se refermerait sur nous. Et nous serions si fortement rivés l'un à l'autre que rien ne pourrait se glisser de froid ni de mal entre nous. Rien d'aigrelait, rien de glaçant. Jamais. Nous sommes partis à Luc-sur-Mer parce que je voulais que Mathilde connaisse la plage des slips en laine. Notre voyage de noces fut très court car nous avions hâte que commence enfin la vraie vie à bord de notre paquebot immobile. Bonjour. Attendez. Asseyez-vous. Alors, un peu plus court. Oui. Pas trop, mais un peu plus court, là. Si vous voulez vous remonter un peu. Oui. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, madame, mais nous ne coiffons pas les femmes. Je sais. Excusez-moi. Oh! Je t'avais dit que si tu voulais la voir, tu l'aurais. Eh bien, tu l'as eu. Tu pourrais t'excuser auprès de ces messieurs-dames qui doivent être surpris de ta conduite. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la tienne. Ça m'étonnerait que ça les intéresse. Madame, mon épouse, Germaine Gora. Julien Gora. Au revoir. Vous avez vu la précision? Elle m'a pas raté, hein? Oh, elle est incroyable. Elle faisait du ping-pong avant. On a encore les coupes à la maison. Elle les a gagnées avec le club. Bah, finalement, on va pas les couper, là, c'est pas la peine. Ah bon? Je vous mets un peu de lotion, alors? Oui, si vous voulez une lotion, c'est bien. Bah, elle joue plus maintenant,
cause des enfants. 3. C'est du tintouin, elle est, vous savez. Pour ça, elle les élève. Je lui tire mon chapeau, hein. Mais attention, c'est pas qu'une ménagère, elle passe pas sa vie derrière l'aspirateur. Vous l'avez vu d'ailleurs. Comment elle s'habille, le maquillage, tout. Comment vous l'avez trouvée? Très bien. Très, très bien. Merci. Et vous, monsieur? Excusez-moi, mais c'est important d'avoir l'avis d'un homme. Ça a été un peu rapide, mais je l'ai trouvée magnifique. Je suis d'accord avec vous. C'est une femme magnifique. Vous avez vu son œil tout à l'heure? Elle est encore plus belle quand elle est en colère, vous trouvez pas? Oui, certainement. Ah non, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Au revoir, monsieur. Madame, au revoir. Excusez-nous encore. Merci pour tout, en tout cas. Je vous dois... Non, non, ça va, merci. Bon, excusez-nous. Au revoir. Perdez 5 kilos en 15 jours en ne mangeant que des concombres et en buvant du thé. Tu y crois, toi? Où tu lis ça? Ici. C'est sans danger. Ils disent que c'est médical. Quelle heure est-il? 7h moins quart. On ferme. Si tu maigris ne serait-ce que 300 grammes, je me fous sous un trolleybus. Alors, promets-moi une chose, une seule. C'est que les jours où tu ne m'aimeras plus, tu ne feras pas semblant. Ce sera un client pour demain. Ça suffit. Tu t'es tué, hein? Tu m'embêtes. Édouard! Arrête, tu sais ce que t'as fait? Édouard, tu sais ce que t'as fait? Hein? Édouard, ça suffit maintenant. Regarde ce joli livre. Il y a des bateaux, dans celui-ci, et des chevaux. Regarde, tu aimes les chevaux? Oui. Tu vois comme elle est gentille, la dame? Hein, Édouard, elle te prête ses livres. Toi aussi, t'es gentil, Édouard, oui? T'es très gentil maintenant. Vous n'avez pas des mitraillettes plutôt, ou je sais pas, des trucs en plastique comme ça qui pétaradent en faisant des étincelles? Non, j'ai une locomotive. Ah oui, non, mais ça, il s'en fout. Bon, allez, on va aller s'asseoir maintenant. Regarde, t'as préparé un banc, Édouard. Regarde le banc avec le coussin. Oh, mais comme il est beau, le coussin. Hein, Édouard? Merci. Non! Et en plus, il est pas à nous. On l'a adopté. Erreur du siècle. Vous avez des enfants, vous? Vous avez bien raison. Et alors, surtout, n'adoptez jamais. Parce qu'on peut pas choisir. Alors, ils vous refilent n'importe quoi. Puis une fois qu'on a signé, on peut plus les rendre. Allons, Édouard, sois gentil. J'ai des très beaux moments dans ma tête. Allez, il faudrait une corde, l'attacher sur le fauteuil, moi je tiens la tête et puis vous, clic-clac. Oh, vous allez voir, il va se calmer. Viens, je vais te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu.
واليوم قلبي بعدك بعيد عيده. Nous n'avons pas d'enfants. À quoi bon? Nous avons ceux des autres, Édouard, Paul, André, Armand, Jérémy, Étienne, Simon. Certains frissonnent sans doute au moment du shampoing. Nous les frisons pour les communions, dégageons davantage en veille de vacances, pas trop court sur la nuque lorsque l'hiver arrive. Et Mathilde garde toujours son ventre plat, ce ventre lisse qu'aucune grossesse ne viendra jamais déformer. Nous n'avons pas d'amis non plus. Nous n'en avons jamais eu. Qu'est-ce qu'ils auraient pu ajouter à notre vie? J'ai toujours trouvé louche cette manie pour un couple de sortir avec d'autres couples, de s'inviter mutuellement, de passer les vacances. Tout cela avait toujours été pour moi la preuve d'une insuffisance d'amour, une brèche colmatée par une amitié extérieure. Je suis bien avec toi, Mathilde. Nous sommes heureux ensemble. Il n'y a que cela qui compte. C'est fini. Mais tu vois, c'était pas grand-chose. Enfin, au moins il fait plus propre. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit. N'adoptez jamais. Ne vous inquiétez pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu aimes celle-là? Tu la connais pas, je l'ai depuis hier. Elle est très jolie. Viens danser avec moi. Non. Allez. Non. Allez. C'est que je ne sais pas danser sur ces musiques. Moi non plus, je sais pas, ça n'a pas d'importance. Tu fermes les yeux et tu dis que personne te regarde. Allez. Allez, allez, viens. Allez. Tu vois? Tu crois que c'est facile? Un jour, j'achèterai un billet de la loterie. Un seul. Je gagnerai le gros lot, bien sûr. Et je t'emmènerai en croisière sur le Nil. Et nous danserons sur le pont d'un bateau à aube. Du matin au soir, enlacés. En regardant le soleil se coucher. Derrière les pyramides. Serre-moi fort, Antoine. Serre-moi fort. Que mes seins s'écrasent, que je ne puisse plus respirer. J'ai peur qu'un jour tu n'aies plus envie de me faire danser. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas envie de plaquer mon ventre contre le tien, de sentir ta peau, de caresser tes épaules, de caresser ta nuque, tes fesses. J'ai connu des hommes, Antoine, mais aucun qui soit comme toi. Je n'ai jamais appartenu à personne, tu sais. Je te demande rien, Mathilde. Serre-moi. Serre-moi. Alors, monsieur Donnecker, lequel vous allez nous dire aujourd'hui? C'est connu, c'est tellement connu que ça n'a pas d'intérêt. Mais si, monsieur Donnecker, ça n'a. Vous savez bien. Je suis sûr que d'un mois sur l'autre, vous vous en rappelez plus.
même 8 jours après. Je veux pas vous mentir, c'est vrai qu'il y en a certains que j'ai oubliés très vite, mais d'autres dont je me souviens encore. J'avais dû les lire autrefois. Ça avait dû me glisser devant les yeux et puis ça s'est arrêté. Ça n'a pas grand sens, vous savez, aucun même. Mais ils sont là dans la mémoire et ils bougent tout le temps. On vous écoute. Dans son palais d'aventurine, quand meurt le jour, connaissez-vous Borobudur, princesse de Chine? C'est beau. Oh, vous dites toujours que c'est beau. C'est parce que c'est toujours beau. C'est vivant un moment, mais ça s'use. Un jour, ça ne chante plus, ça ne dit plus rien. Faut en trouver d'autres. Certains m'ont fait 2 mois. D'autres n'avaient plus de goût au bout de 4 jours. Borobudur. Princesse de Chine. À mon avis, ça va encore me faire jusqu'à la fin de la semaine. Ça s'efface déjà un peu. Ça scintille moins. Il y en aura d'autres. Il y en a toujours eu d'autres. Heureusement. Certains restent, d'autres s'envolent. Ah, je me souviens de l'avant-dernier. Pas de tout, mais dedans, il y avait l'agonie ardente des roses. Ça m'est resté, ça. L'agonie ardente des roses. C'est bon ce que vous me faites. Ça pourrait durer des heures. Mais nous ne sommes pas pressés, monsieur Donnecker. Connaissez-vous Borobudur, princesse de Chine? Ça va? Ce n'est pas trop chaud. Hein? Voilà. Merci. Ce qu'il y a de délicieux avec Mathilde, c'est que rien n'est jamais grave. Comme s'il avait décidé, une fois pour toutes, de ne profiter tranquillement que des choses agréables. Les journées passent les unes après les autres, comme par enchantement. En 10 ans de vie commune, nous n'avons connu qu'une seule dispute, pour un motif d'ailleurs stupide. Elle avait épuisé toutes les ressources de lecture possibles dans la pile des magazines. Elle avait regardé un peu dehors, mais la rue n'offrait ce jour-là qu'un spectacle sans intérêt. Elle avait promené son regard sur le salon vide, et elle m'avait dit... Tu veux que je te coupe les cheveux? Ah oui, je veux bien, oui, oui. Et je m'étais retrouvé sous la chasuble bleue fermée par du velcro. Tout en me coupant les cheveux, elle me dit... Tu savais que Fernand Reynaud avait une faciale Vega? Elle avait dû voir une photo ou lire l'information dans une revue quelconque, et moi, très stupidement, je lui répondis sur un ton ironique. Ah bon, il s'est conduit à cet abruti? J'avais toujours méprisé ce fantaisiste, et Mathilde l'admirait beaucoup. Elle avait haussé les épaules en poussant un soupir agacé que je ne lui connaissais pas, et avait terminé la coupe nerveusement, sans un mot. Ce fut notre seule dispute. Mais elle m'avait beaucoup troublé.
l'allume. Merde, les parents! Tu te mets à fumer? Je t'ai réveillé. Je dormais pas. Moi non plus. J'ai envie. Je trouve ça agréable. J'ai acheté le paquet ce soir. Tu me donnes une? Alors? C'est vrai que c'est bon. J'avais oublié. On devrait fumer plus souvent, c'est idiot de se priver. Excuse-moi pour cet après-midi. C'est moi qui suis idiote. Je me suis emportée pour rien. T'as froid? Non. Mais j'ai soif. Tu veux un verre d'eau? J'ai envie d'alcool. J'irai en chercher demain. On pourrait essayer l'eau de Cologne. Tu vas nous empoisonner? Essayons. Bienvenue au Flamingo. Là où les cocktails sont les plus beaux. Goûtez-moi ça. Petite madame. C'est pas mauvais? Donne-moi une cigarette. Un petit tour de danse d'abord. Non, je préfère te regarder. Écarte ton verre, ça pourrait exploser. Tu crois vraiment? On n'est jamais trop prudent. يا قلبي روح جيب لي قلبها رح دوب وانا افكر فيها يا ريت بتعرف شو بحبها وشو عم بتعذب بحبها يا قلبي روح جيب لي قلبها رح دوب وانا افكر فيها. Faudra qu'on achète des cendriers, maintenant qu'on a décidé de fumer. Tiens, il y a une fissure au plafond. Nous avons bu beaucoup, des choses étranges. Nous avons fait l'amour debout devant la glace. J'ai demandé à Mathilde si elle imaginait combien d'amants à cet instant précis jouissaient dans le monde. Combien de verges pénétraient combien de femmes.
Des dizaines de milliers m'avaient-elles répondu, mais personne qui ne soit aussi heureuse qu'elle. Puis elle avait ajouté qu'elle ne me quitterait jamais, que seule la mort pourrait nous séparer. Quelle heure il est? 10 heures. Faudra peut-être se lever. Si on peut, oui. J'ai une barre, là. C'est quand on a fini l'after-show. On n'aurait pas dû les mélanges, c'est jamais bon. Ça y est, ils sont partis. C'est l'été. Bon, vous allez m'attendre ici 2 minutes, hein. Je vais dire bonjour à quelqu'un. Tu surveilles ton frère et ta sœur. Et vous descendez pas du trottoir, surtout, hein. Attention encore. Vous vous rappelez de moi? Gora. Bonjour. Ma femme était venue aussi. La gifle. Bien sûr, je me souviens. Ça vous avait surpris et on avait bavardé un petit peu. Ça va mieux? Je veux dire, dans votre ménage. Oh non, non, ça va pas du tout. Comment vous les trouvez? Très bien. C'est en quel âge? La petite est enrhumée. Avant, elle était jamais malade. Mais non, c'est... Ça n'a pas été, c'est l'un, c'est l'autre. Votre femme est partie. Ah oui, oui. Bon, ça devait arriver. Je me demande bien ce que je vais faire d'eux pour les vacances. Bon, enfin, je vais me débrouiller. Mais elle va revenir. Ah non, non, oh là là, ça, j'y compte pas du tout, vous savez. Quand elle a décidé, elle a décidé. De toute façon, j'ai bien mérité, hein. Ils sont beaux, hein. La grande, c'est tout le portrait de sa mère. Regardez comme elle est jolie. C'est une gauche mouche aussi. Et voilà, c'est ce que je vous disais, c'est l'un, c'est l'autre. Bon, je m'en vais. C'était juste pour vous les montrer. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Au revoir. À mon avis, sa femme va revenir. Peut-être pas. Bon, les enfants, allez, on y va. Vous savez pourquoi ce parc a une drôle de couleur? Parce que les gens qui le regardent ne verront plus jamais rien d'autre. C'est le dernier décor. À la longue, ça dépose une pellicule sur tout. Sur les feuilles, la pelouse, les arbres. Il ne faut pas parler comme ça, monsieur Zedor. Je pisse au lit depuis 3 semaines. Il croit que je suis gâteux, c'est faux, je le fais exprès. Et pourquoi faites-vous ça? Pour les emmerder. Ils n'ont pas voulu faire venir un vétérinaire pour Gris-Gris. Alors il est mort, forcément. Ils n'ont pas voulu se déranger pour donner un coup de téléphone. Maintenant, ils se dérangent tous les jours pour me changer les draps. Et je peux faire pire, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas, monsieur Zedor. Il vous enverrait à l'hôpital. Et le salon? Ça va très bien. Antoine va repeindre le plafond. En crème satinée. Ça fait plus clair. C'est moche ici. Et ça m'embête de me dire que la dernière chose que je verrai sera moche. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ce sont des amis à vous? Non. Vous savez, quand on a votre âge, on croit que les vieux sont tous amis parce qu'ils sont vieux. C'est pas vrai. Et je peux vous assurer par expérience que tous les cons sont bien les vieux cons les plus cons. Et ici, c'est plein de vieux cons. Ah non, mais moi compris. Allez. Je vous raccompagne jusqu'à la grille. Mais non, on a tout notre temps. On est venu vous voir. Je vois bien les familles le dimanche. Elles frétillent.
pas plutôt arrivé qu'elle voudrait être partie. Et je les comprends, c'est pas un coin pour les vivants ici. Vous verrez une fois dehors, vous sentirez mieux. Ce sera plus fort que vous. Vous pousserez un soupir de soulagement. Tous les jours, je viens là et j'ouvre la grille. Comme ça, je sais que je peux partir si je veux. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur Agopian. Au revoir, Antoine. Continuez à être heureux. Pensez à moi de temps en temps. Il n'y a rien de plus vite fait que la mort, ça tu peux me croire. Hein. Tu auras beau accumuler les remèdes, on croit que ça va bien, et en quelques secondes... Toc! Même pas toc. Le thé de toc, et ça y est. Disons que c'est comme quand on dort et qu'on ne rêve pas. Oui, mais et quand on dort, on se réveille. C'est même pour ça qu'on dort. Parce qu'on ne dort pas tout le temps. Quand on dort tout le temps, on ne peut pas vraiment dire qu'on dort. De toute façon, on n'a pas conscience. Hein? Oui. Disons qu'on a conscience de rien. Ah, non, ça c'est pas pareil, ça. Si tu confonds celui qui n'a conscience de rien avec celui qui n'a pas de conscience, la conversation va devenir difficile. Ah, parce que vous pourriez m'expliquer la différence qu'il y a entre les deux. Non, bah alors là, mon vieux, si tu vois pas, c'est plus la peine de discuter. On se demande de quoi on parle. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Antoine? La mort est jaune citron et sans la vanille. Vous êtes sûr de ça? Je prends des paris. Il faut qu'à 20, la porte se referme définitivement pour que nous puissions nous noyer dans cet océan de calme que nous aimons tant. Pardon? 12, 14. C'est fou. Il se voûte chaque jour davantage. Parce qu'il est chaque jour un peu plus vieux. La vie est dégueulasse. Il va y avoir de l'orage. N'allume pas, s'il te plaît. On voit plus rien, tu vas t'abîmer les yeux. J'ai plus envie de lire. J'ai envie que tu restes assis là où tu es assis toujours.
Je vais acheter des yaourts pour ce soir. Avant que tu t'en ailles. Je m'en vais avant que tu ne me désires plus. Parce qu'alors il ne nous restera que la tendresse. Et je sais que ça ne sera pas suffisant. Je m'en vais avant d'être malheureuse. Je m'en vais en emportant le goût de nos étreintes. En emportant ton odeur, ton regard, tes baisers. Je m'en vais en emportant le souvenir des plus belles années de ma vie. Celles que tu m'as données. Je t'embrasse longuement, jusqu'à mourir. Je t'ai toujours aimé. Et je n'aimais que toi. Je m'en vais pour que tu ne m'oublies jamais. Mathilde. Bonjour. Bonjour. On lui fait un petit shampoing? Oui.
La coiffeuse va revenir. That was Patrice Leconte's The Hairdresser's Husband, a quirky, erotic, sad, funny, and generally haunting film, beautifully acted by Jean Rochefort as the husband and Anna Galiena as the hairdresser, and strikingly directed. I do hope you enjoyed it this evening. And I hope you'll join me again next Thursday, when our movie of the week will be a superb comedy from Italy's Maurizio Nichetti, who made The Icicle Thief. Voleri Volari stars Nichetti himself as a man who turns into a cartoon character. It's a lot of fun. And now stay viewing, and I'll be back in a moment with our late classic this evening. Alberto Sordi stars in the Vittorio De Sica comedy Il Boom, coming up in a few moments. This program was brought to you by Citroën. Coil springs. Who needs them? The new Citroën Xantia doesn't. Hydro-pneumatic suspension. Controlled by an electronic brake. The unified safety structure. Absorbs impacts from every direction. One day, the others may catch up with the Xantia. Who wants to wait? Elle est là. It takes a great deal of boldness and a great deal of caution to make a great fortune. And it takes 10 times as much wit to keep it. To turn your savings into investments, the question is not which fund manager, but which Rothschild-managed fund.
from $2,000. Rothschild, 200 years of investment experience. Friday night on SBS, Magic Johnson and his All-Stars have arrived down under. The legends of basketball are set to clash with Australia. Will the skill and enthusiasm of the Australians be enough to conquer the size, speed and experience of the Americans? Basketball at its best. Australia meets Magic Johnson and his All-Stars. Direct from the Melbourne Tennis Centre, Friday night, exclusive to SBS. The Kronos Quartet, 8:30 Sunday on SBS. Elle est belle cette ville. Angela Blanche. Oui. Elle était belle. Set against a background of intolerance, disillusionment and violence, Autumn October in Algiers. At 9:30 movie this Tuesday, the violence and the corruption. Faites-nous confiance. And the build-up to the terrible events of October 5th, 1988. Autumn October in Algiers, Tuesday at 9:30. The Australian Ballet's 1995 season is a feast of brilliant dance entertainment. Be captivated by the beauty of the great classics. Be challenged by the dynamic, high-energy action of contemporary ballet. Acclaimed the world over for its diversity and vibrant style, the Australian Ballet will dance into your heart. Ring 008 335 646 for your free season brochure. As an Australian citizen, I have a stronger sense of belonging. I love the casualness of this country, the lack of formalities. And I thought to myself, at last, I'm an Australian. That's what she said. Came out of the door, she said, we are now Australians. Although we are different people, but it's like we are one. Go for it. It's great. For more information on Australian citizenship, call 131 880. Welcome back. Our late classic this evening is Il Boom, a comedy drama made in 1960. Look, it's a bird. It's a plane. Now it's a cat. More like a car. Actually, it's a fish. Something like a submarine. Wow, it's Submarine Man. Gee, what a weird bird. When winter comes and stuff, it's hard for the cows and all the animals, so the people on the ranch, they feed the cows and so they won't starve and die. And in the mornings we feed them hay that we've grown in the summer, and well, we get it on a big old stock truck with a flat bed on the back, and then just kind of roll it off the truck.
Time for Birdland to start swinging. All right. Yeah. All right. All right. Listen, we got someone here who I know you all know. So put together your hands or wings or whatever the case might be and give a Birdland welcome to Olivia. Thank you. Well, hello, everybody. Everybody sounding good, looking good. Well, thank you. I'm here to sing about my favorite place. Oh, Birdland. But I'm going to need everybody's help. So will you help me out? Well, sure. Okay, this is what I want you to do. Every time I sing Birdland, I need you to say it after me, all right? Okay. Okay? Let's try it one time. Birdland! Birdland! Oh, this is going to be a cinch. I love it. Let's try it one time. Count it off for me, Hoots. Okay. 1, 2, 1, 2, 3, and... Where can an owl make its saxophone howl? Where can a bluebird wail the blues at Birdland? Birdland! That only happens at Birdland. Birdland! That's where the crow brings his trumpet to blow, so he can toot with the cockatoo at Birdland. Birdland! That only happens at Birdland. Birdland! Birds of a feather chilling together, parrot and penguin mix. Cowbird and catbird, that's where it's at, bird. A tweedle-leedle-leedle or your highest licks at Birdland. Birdland! Ooh, Birdland! Birdland! Where does the hawk make his clarinet walk? Where do the Indies meet to tweet at Birdland? Birdland! That only happens at Birdland. Birdland! The parakeet bops to the woodpecker's chops. A peewee kiwi keeps the beat at Birdland. Birdland! Oh, that only happens at Birdland. Birdland! One time a duckling started unbuckling an oversized little case. Well, he got the place jumping when he started thumping. Waddle-luddle-luddle on a stand-up bass at Birdland. Birdland! Ooh, Birdland! Birdland! You know, you ought to come hear that hummingbird hum and see the seagull hit her feet at Birdland. Birdland! Oh, that only happens at Birdland. Birdland! Well, a little red hen runs a risk with a wren, or a tricky lick with a chickadee at Birdland. Birdland! That only happens at Birdland. Birdland! Well, let's try singing it a little softer, everyone. Birdland. Birdland. Oh, I think we could even do it softer. Here we go. Birdland. Birdland. Hey, let's bring it up loud. Birdland. Birdland. Oh, that only happens at Wolfgang! Now stop! Stop, Wolfgang! You stop it this minute! Oh, Gina, this is terrible. None of my ideas worked. What ideas? Oh, now there he is. Now stop! See what he's doing? I had a lot of thoughts in my head about how to keep Wolfgang from chasing Wanda, but when we tried them, they didn't work. He wants to eat her. Wait, no, Wolfgang, now you stop. Wolfgang, stop, Wolfgang, Oh, no, you stop, yes, stop chasing Wanda, Wolfgang, stop chasing Wanda.
Hey, I got another idea. Gina, all you have to do is hold Wolfgang. Just keep holding him forever. Oh, Big Bird, I can't hold him forever. Wolfgang, come down. Gina, can you hold him for a little while? Oh, yes. A little while, yes, I can do that. Wolfgang, calm down. Good. Because I boldly have an idea. Come with me, Big Bird. Okay. What's your idea? Wolfgang, stop it. Wolfgang, you are not going to eat Wanda. Stop it. No, I'm sorry, no. A B C D F G H J Hello. Look at that. Oh, you're such a big boy. Hello. Cute baby you've got there. What's his name? Alfred, Buddy, Carlton, David, Egbert, Ferdinand, Gregory, Herbert, Ichabod, Jimmy, Joe, Kyle, Lyle, Martin, Norman, Oscar, Peter, Quincy, Reginald, Stanley, Throckmorton, Ulysses, Victor, Wally, Xavier, Yarvo, Zach. You're kidding. What do you call him for short? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh, now I get it. He's got a name for every letter of the alphabet. That's right. A is in Alfred, B is in Buddy, C is in Carlton, D is in David, E is in Egbert, F is in Ferdinand, G is in Gregory, H is in Herbert, I is in Ichabod, J is in Jimmy, Joe, K is in Kyle, L is in Isle, M is in Martin, N is in Norman, O is in Oscar, P is in Peter, Q is in Quincy, R is in Reginald, S is in Stanley, T is in Throckmorton, U is in Ulysses, V is in Victor, W is in Wally, X is in Xavier, and Y is in Yarvel, and Z is in Zach. Does little A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z have any brothers or sisters? Just one big sister. Allison, Bernice, Carla, Danielle, Edna, Frances, Grace, Hildegard, Iodine, Geraldine, Carla, Louise, Mary, May, Nadine, Ella, Patty, Queenie, Regina, Stella, Tiffany, Ursula, Victoria, Wendy, Zinnia, Yolanda, Zelda. But she has a name for every letter of the alphabet, too. That's right. What do you call her for short? Sis. The dog is on the bench. Faye, what are you doing on the bench? The dog is under the bench. Faye, what are you doing under the bench? Wolfgang, no, you cannot eat Wanda. I'm sorry. No, Wolfgang. You can't eat me, and you can't chase me anymore, because if you do, you'll make my friend Big Fish very angry. You don't want to make Big Fish angry, do you? Oh, it's okay.
Well, it makes me angry when you chase my friend Wanda and try to eat her. See that? See that? Okay, okay. But if you want to make me happy, then you'll leave her alone. Now I'm happy. Oh, and I'm happy. And I can boldly relax like no fish has relaxed before. Well, you relax while Gina and I say goodbye. Sesame Street was brought to you today by the letters I and W. W is for Wanda. And Wolfgang. No, Wolfgang. Big Fish is getting angry again. Sesame Street was also brought to you by the number 18. And Sesame Street is a production of the Children's Television Workshop. Hi. Bye-bye. Goodbye, Wolfgang. Bye-bye. Bananas in pajamas are coming down the stairs. Bananas in pajamas are coming down in pairs. Bananas in pajamas are chasing teddy bears. 'Cause on Tuesdays they all try to catch them unawares. It was the Bananas in Pajamas' birthday on Friday, and B1 and B2 were wrapping the presents they had bought for each other. No peeping, B2. No peeping from you, B1. You were peeping, B2. So were you, B1. I was only peeping to see if you were peeping, B2. But we're not supposed to see our presents until Friday, B1. How many days is that, B2? Today's Tuesday. Not today. Tomorrow's Wednesday. Not tomorrow. The next day's Thursday. Not the next day. And then it's Friday. Our birthday! Hooray! Are you thinking what I'm thinking, B1? I think I am, B2. It's present time! The Bananas decided to give each other their presents straight away. But then, it won't be a surprise on our birthday. Morgan had decided to make a birthday cake for the Bananas surprise party on Friday. He needed lots of different things: a mixing bowl, a whisk, a wooden spoon, a measuring jug, and some kitchen scales. Okay, here goes. I'm gonna make the best birthday cake ever! And I'll help. I'll just get the flour down for you, Morgan. Okay. Oh, I don't think I can reach the top shelf. Maybe if I stretch a little more. Oh, I'm sorry, Morgan. Are you all right? I'm so clumsy. Oh, no. Oh, my head. Why is the room spinning round? It's all right, Morgan. I dropped a tin of flour on your head. Oh. What happened? Oh, Morgan. I feel dizzy. Perhaps you better lie down. No, I'm okay now. I do wish you'd be more careful, Amy. Hello, Teddy. Oh, it's the Bananas. Quick, hide the party things. Hello, Teddies. Oh, sorry, Bananas. We're rather busy. Morgan's had a little accident. Oh, don't worry. I'll be all right. Good, because it's Tuesday. And you know what happens on Tuesdays? Today's the day Bananas chase Teddies. I bet you can't catch Phew. Where'd you go, B2? I'm blowed if I know, B1.
While Lulu was playing with the bananas, Morgan and Amy had cleared up the kitchen. Oh, let me help you make the cake this time, Morgan. No, thank you, Amy. I'll make it myself. But there must be heaps of things I can do for you. Well, if I need anything broken or dropped on my head, I'll give you a shout. Now, where did you put the eggs? I think I put them on top of that shelf, but I can't. Amy didn't see that the eggs were behind her. Oh, I didn't put them on top of the shelf. I left them on the floor. I can't make a cake without eggs. Well, I'll go and get some more. Let me get the flour down for you before I go. No, I'll get it. I'm not as clumsy as some teddies. Poor Morgan. I wonder if the teddies will ever finish the bananas birthday cake in time for the party on Friday. You can find Bananas in Pajamas books, audio tapes, music, videos and toys at all ABC shops and centres. Coming. There's a bear in there, and a chair as well. There are people with games and stories to